Qu'on le mette au fond. Passe ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est mardi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 29e de la saison ce soir et comme chaque semaine, eh bien, je me suis entouré de mes fidèles acolytes. À commencer par notre technicien en chef qui, s'il avait été candidat au présidentiel, aurait sans doute proposé d'introniser l'avenue de Saint-Antoine comme les nouveaux Champs-Élysées français. Bonsoir Idriss. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Et pour revenir sur cette mesure, j'aurais proclamé le snack chez Moussa comme capitale de la France. Non, c'est mon Élysée à moi. On le salue si vous écoute, je suis pas sûr. Mais... pas toujours, mais oui, de temps en temps. J'embrasse très fort toute l'équipe avec Moussa, Faudel et Lounès. Le mec passe des... Tu crois chez Tifoul, toi, qui passe des... Surtout à tes potes à moi, que je peux appeler direct. Incroyable. Avec nous également, celui qui, s'il avait été candidat au présidentiel, aurait proposé une épreuve histoire de la langue française soutenue des années 1960, vocabulaire et expression de l'ORTF, coefficient 7 au bac. Bonsoir Ama. Bonsoir Mathieu et bonsoir tout le monde. Et oui, je l'aurais fait, évidemment. La langue française se perd, monsieur. Et encore, j'ai pas mis la mesure la plus sévère que tu aurais pu proposer parce qu'on a déjà eu des discussions. Quelle serait la mesure que je prendrais si tu étais. Ouais, je vais pas choquer les gens. Ça serait pas une démocratie, on se rapprocherait plus de la dictature. Bah, c'est un Algérien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bien résumé. Bah oui, franchement, faut pas chercher midi à 12h. Hein. C'est bien résumé. Et enfin, toujours avec nous, celui qui, s'il avait été candidat au présidentiel, aurait proposé l'expulsion pure et simple du pays de Leonardo Balerdi. Bonsoir Merwan. Ah, t'es dur. Alors non, il aurait été toléré, mais voilà, il y aurait peut-être eu des mesures d'exception. Bonsoir à tous les amis, grand plaisir de vous retrouver ce soir, surtout que le sujet est très attrayant. Oui. Effectivement, un sujet attrayant, les amis. On se retrouve cette semaine pour un épisode au sommaire assez dense, puisque plusieurs débats sont au programme. Et on va tout d'abord très rapidement, évoquer la dynamique du moment de l'OM qui reste sur 7 victoires consécutives. On joue le titre. Comment expliquer ce retour en forme après une fin d'hiver délicate si seulement on jouait le titre? Si on n'avait pas fait les abrutis, on aurait pu peut-être. Ah mais c'est sûr que si on n'avait pas perdu des matchs, on les aurait tous gagnés. Oui, voilà, c'est sûr. C'est bien dit ça. Et puis on va ouvrir 2 dossiers, les gars. Tout d'abord celui de Dimitri Payet. Peut-on le considérer comme une légende du club ou sinon, où le placer dans l'histoire du club, la riche histoire de l'OM, où placer Dimitri Payet là-dedans? Et on finira avec Pablo Longoria qui a encore donné d'ailleurs une interview très intéressante en France Football la semaine dernière, qu'on vous recommande. Et on va se demander quel est le bilan sportif, mais aussi institutionnel pour le président de l'OM. Et c'est surtout sur le plan institutionnel qu'on va insister, parce qu'on parle beaucoup de sportifs avec Longoria. Mais il y a des choses à dire aussi sur le club et sur sa gestion en interne. Et notamment, ça nous permettra d'évoquer le cas Alvaro, les gars. On en avait parlé, je crois, il y a 1 ou 2 émissions qu'il fallait qu'on débatte autour de ça. Ça va nous permettre de parler d'Alvaro, tiens, donc à travers cette question-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans le chat quand vous serez là. Et je crois qu'il y a Sampaolinho qui est déjà là. Salut Sampaolinho. Merci d'être déjà là. 19h04, 4 minutes d'émission, t'es déjà là, merci. Et ceux qui nous écoutent en podcast, n'hésitez pas à nous mentionner, comme vous le faites aussi souvent, ça nous fait toujours aussi plaisir. Et bien, vous l'aurez compris, du coup, on a beaucoup de choses à dire. Donc, sans plus tarder, Passe ton ballon, saison 2, épisode 29. C'est parti, Idriss, jingle. Je l'avais pas préparé, c'est bon. Tu vas le laisser au montage, ça? Oui, mais bien sûr. Non, parce que d'habitude, je me prépare à tes fins d'intro et là, je suis en train de faire complètement autre chose. Du coup, je dis, oh, putain, je l'avais pas préparé, il fallait que je change. Est-ce que tu allais te faire ton café au lait? Ah, bah non, il est con. Ah oui, merde, c'est vrai, pardon. C'est vrai. Du coup, ça serait une mauvaise émission. La gaffe. Ah, mais c'est peut-être pour ça que tu n'étais pas prêt, tu vois. Ça fait 2 émissions que je te trouve un peu. Je suis un peu mou, ouais. Ouais, un peu mou, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Il reste combien d'émissions là jusqu'à la fin? Je sais plus, 4 je crois. Ah, ça devrait aller. À la fin, ça va, tu pourras reprendre. Ouais, okay, tu pourras reprendre tes habitudes. On commencera à 21h. Oui, c'est vrai en plus, c'est vrai. Don Popol qui nous dit enfin j'arrive à attraper un live. Écoute, salut, bienvenue Don Popol. Salut Popol. Et je crois que tu es déjà venu en live Don Popol parce que je crois que ton pseudo me dit quelque chose. Ama en costard, salut Popol. Ouais, salut Popol. On n'a jamais l'occasion de faire un petit truc bof. Les gars, on démarre. Alors, on va faire court sur la période actuelle de l'OM parce que c'est quand même intéressant d'en parler parce que ça va bien là, en ce moment.
On le disait, 5 victoires de suite, toutes compètes confondues. Une victoire tranquille encore dimanche contre Montpellier. Un jeu retrouvé, une deuxième place. On va évoquer ça rapidement, mais avant de lancer le débat, j'ai envie de vous poser une question, les gars. Est-ce que c'est pas un peu trop calme à l'OM en ce moment? Non, je dirais pas trop calme, c'est est-ce que tout se passerait pas trop bien? Est-ce que tout va pas trop Parce bien? que calme, c'est jamais calme à l'OM. Là, en plus, on arrive en semaine de Classico, mais là, ça se passe un peu trop bien. 7 victoires consécutives, ça va faire un moment. Est-ce qu'on doit s'en plaindre quand ça se passe comme ça? Parce qu'on mange tellement notre pain noir à longueur d'année que franchement, moi je savoure. Ah ouais, je suis apaisé de ouf, moi aussi. Surtout Franchement, le match dimanche, il était pas apaisant, les gars. Je disais à Ma lundi matin en allant au travail, je disais, mais je sais pas, ça fait combien d'années que je me suis pas énervé devant un match. Enfin, j'étais calme, serein. C'est arrivé récemment aussi, mais je sais pas toi, Mathieu, mais moi j'ai toujours. Putain, ça manque un petit peu d'entertainment, tu vois. Oui, mais c'est ça, c'est votre problème, c'est ça, c'est que vous aimez trop l'odeur du sang. Moi, je m'ennuie dans ces moments comme ça. Mais oui, voilà, c'est ça votre problème. Ouais, mais après, dès la 60e minute, tu savais que ça ronronnait, tu sais, je me suis dit... Ah, évidemment, on en prend un maintenant, là, voilà. Moi, je me dis, évidemment, on en prend un, là, vite fait. L'hôpital. Après, j'avais pas envie d'avoir le débat Mandanda, Paolo Lopez, est-ce qu'il faut pas finalement Mandanda pas décisif, tout ça, donc je dis bah on le prend pas, mais bon, une petite transversale, un truc. Le match il se passe trop bien. Axel qui nous dit comme l'a dit un certain Marouane B dans le chat, depuis que Balerdi est blessé, on est invincible. Écoutez, c'est une corrélation qui marche, on la prend. Est-ce qu'elle marche mieux que la corrélation? Ah, mais les bons matchs de l'OM n'ont été faits que quand Balerdi était sur le terrain. Ça, franchement, non, mais tu rigoles. Hein. Il est parti le tweeter, arme à la main. Il était tellement content. Vous voyez qui c'est là, Adrien Munch, là, Adrien Flunch là sur Twitter là, voilà, lui là, lui parlait de Balerdi. Moi, j'utilise très facilement l'option masquée. Moi, je sais pas comment tu fais. Exactement. Adrien Flunch. Non, mais bien sûr, Adrien Flunch, le mec, c'est connerie à volonté. Par rapport à Balerdi, il faut les déterrer ces tweets quand même. Hein. Là, ça joue pas mal. Il n'y a pas Balerdi sur le terrain. Moi, je dis ça, je dis rien. Et Gros Nono, il est d'accord. Il dit c'est complètement trop calme, mais une élimination face au PAOK et un petit tarif au parc et la crise revient. Je suis d'accord. Salut Nono d'ailleurs. Toujours là. Je pense même pas en vrai. Non, moi, c'est jeudi que je sens le. Je suis pas son cul là. J'ai un feeling négatif. Bah, tu l'as ton excuse, donc ça va être une ambiance volcanique, insupportable. Voilà. Moi j'ai peur aussi. T'as fait tourner, mais tu tomberas pas dans la crise. Même moi, j'ai la petite appréhension de me faire éliminer, mais je pense que tu tomberas pas dans la crise parce que justement la spirale du moment est tellement bonne et au final, si tu te fais éliminer, on trouvera 1000 excuses différentes et on se remettra directement dans le bain du Classico. Ça fera un petit coup d'arrêt, mais non, je pense pas que tu tomberas dans la crise. Est-ce qu'il n'y a pas un grain de sable, les gars, qui peut enrayer la machine? Franchement, j'ai pas envie de le dire, mais une blessure de notre deuxième débat de la soirée, et ouais, ça peut venir niquer la fin de saison. Même pas en vrai. On joue trop bien en ce moment. Ouais, là, t'as une blessure et on te dit qu'il est pas là jusqu'à la fin de saison. Bah regarde, Harit, il prend très très bien le relais en ce moment. Hein. Je te dis pas que c'est le même niveau, mais dans les 4 dernières matchs qu'il fait, dans les 4 dernières journées, tu joues Lyon, Rennes, Strasbourg. Et une potentielle finale de Coupe d'Europe. Donc sans Payet, mais là c'est même pas les individualités qui te font basculer les matchs, c'est le collectif. Bien sûr, mais tu sais comme moi que plus tu te rapproches de la fin, plus les individualités deviennent importantes. Parce que c'est là qu'elles doivent prendre le jeu à leur compte et faire la décision. Et pour le coup, voilà. Mathieu pose la question, qu'est-ce qui pourrait être le grain de sable de cette fin de saison? Non, moi je suis d'accord, Merwan. Parce qu'en fait, cette équipe, elle est tellement friable, on est tellement une équipe de série, parce que, évidemment, équipe jeune, qui dit forcément, mentalement, c'est pas les équipes les plus solides du monde. Et tu vois qu'avant Nice, on est vraiment en dilettante, et puis que Nice, derrière, tu fais une grosse victoire avec la manière, et tout repart. Alors que après Lyon, quand tu fais cette défaite, alors qu'on était bien en arrivant à Lyon, je crois que tu avais le match de Lens qui était pas loin derrière, tu te vautres à Lyon, et derrière, tu tapes la petite crise où Sampaoli, derrière, on commence à parler de lui dehors, tu vois. Donc si tu te fais éliminer, il y a moyen que ça mette un gros coup au moral, et que derrière, tu finisses un peu moins bien qu'en ce moment, quoi. Ah, je suis assez d'accord. C'est pour ça que cette semaine, je la crains un peu, parce qu'entre ce match-là jeudi et la défaite annuelle qu'on va prendre dimanche... la défaite de dimanche, en vrai, ça dépend. Hein. En vrai, qui s'attend à aller au parc victoire et repartir avec les 3 points? Absolument personne.
C'est que du Ah non, bonus. c'est pour ça que je te dis des Non, fêtes mais- annuelles. Et au final, Les joueurs, Idriss. non, mais est-ce qu'on s'attend à ce que cette équipe soit ridicule autant qu'on l'a été les dernières années au parc? Non. On Ah peut non, non, pour le coup, non. ben voilà, on peut se faire battre comme tu peux tomber sur une meilleure équipe que toi et basta. Donc je pense pas que ça bougera quoi que ce soit. Non, c'est plus ce jeudi, moi, qui, à la limite, dimanche, bon. Franchement, Si tu te moi, qualifies l'un et jeudi l'autre, et je que m'en fous. dimanche tu perds, bon. Moi, ça l'un va, et la l'autre, je semaine m'en fous aurait parce été que bien. de toute façon, tu joues Nantes mercredi au Vélodrome, donc tu auras vite l'occasion de repartir de l'avant. Et au final, tu sais, en plus, tu auras tous ceux que j'aime pas là qui vont venir dire ouais, l'OM est enfin débarrassé de la Coupe d'Europe dans les sprints finales. Oula, il y a un gros grésillement, les gars. Ouais, je sais pas d'où ça vient. C'était certainement moi, autant pour moi. Ouais, c'est chavé. Mais vu que j'étais en train de paraphraser Courbis, c'est pour ça. Non, mais même, parce que tu vois, l'avantage, c'est que en ce moment, je fais beaucoup d'émissions, mais le désavantage, c'est que du coup, j'ai souvent les mêmes débats. C'est que la Coupe d'Europe, imaginez qu'on finisse 4e et qu'on ait perdu la finale de Conference League, que ce soit 2018 bis, tout ça. Tous ces débats me fatiguent, donc bon. Au final, ce serait sans doute leur donner raison, mais moi, je sais pas, cette semaine-là, je la redoute pas trop. Salut Moi non plus, Sandar qui moi- nous dit bonjour dans le chat. Salut Sandar. Salut Walid aussi. Walid qui nous dit dimanche on perd pas. Merwan, toi tu. Il a raison, Walid. Je t'ai coupé, je crois, Merwan. Je viens de découvrir le grain de pastis dans la voix d'Ama et ça me rend assez étrange. Mais bref. Il faut qu'on regarde un match ensemble, Merwan. Tu verras que j'ai un autre visage, en plus de celui que tu as vu sur le terrain. Avec plaisir. Écoute, en fait, moi je suis contre le fait de vendre la peur, comme dit Mbappé, mais dans le même temps. peur. Exactement. Elle part en couille cette émission, les gars. Mais dans le même temps, tu peux très bien avoir un excès de confiance ou une surcharge émotionnelle avant le match de jeudi qui fait que tu passes un peu à côté. Et on a très vu que dans la gestion des temps faibles, c'était assez dur. Et mine de rien, je ne sais pas si vous avez regardé le vestiaire hier de l'OM. Non, pas encore. Pas encore regardé, ouais. Je pense qu'on a vu des extraits, parce que moi non plus je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu l'extrait dont je m'apprête à vous parler. Donc c'était notamment celui avant le PSG où finalement tu avais Harit, Saliba qui disait ouais, on va arriver déter, etc. Tu vois. Donc je pense que si le supporter ne s'attend pas à gagner, je pense que du côté des joueurs, ça peut peut-être avoir un petit impact. À mon avis, ça ne va pas les plomber comme une élimination au PAOK, mais quand même, tu peux quand même te retrouver dans des dispositions mentales pas forcément idéales sur la fin de saison, alors qu'on sait qu'il y a des choses qui arrivent. Les gars, avant de lancer le débat sur Payet, pour conclure rapidement sur l'état de forme actuel de l'OM, comment vous expliquez ce regain de forme, les mecs? Est-ce que c'est une remise en cause collective? Est-ce que Sampaoli a aussi ajusté un petit peu sa méthode, ses choix? Comment vous l'analysez tout ça? En 3 mots, Gerson à gauche. Ouais, ça fonctionne. Aussi bizarre que ça puisse paraître, il a tout équilibré en fait. Mais il y a d'autres trucs aussi, moi, que je trouve. Et Sampaoli en a parlé, parce que je pense qu'on s'est tous demandé, mais qu'est-ce qui a changé? Parce que l'impression visuelle, alors certes, elle est un peu différente, mais elle n'est pas non plus radicalement opposée par rapport à ce qu'on voyait ces dernières semaines. Le système est globalement le même. L'animation, on voit où est-ce qu'il veut en venir. L'animation, c'est 90% la même. Exactement. Et en fait, moi, je me suis dit, il a peut-être pas tort quand il dit que c'est de la compréhension, de la maturité. Dans le jeu, tu as quand même d'autres comportements. Je trouve que Guendouzi, il est beaucoup plus présent en phase défensive. Oui. Et, tu vois, et je trouve que ça ne trompe pas. Rongier aussi est de plus en plus à l'aise dans son rôle. Tellement. Et tu en as d'autres aussi. Tu vois, tu as la prise de pouvoir de Gerson qui est beaucoup plus libre. Et je pense que c'était aussi ça qui fait que. Et tu as aussi le fait que, moi j'aime bien depuis le début de saison, mais on ne va pas se mentir, dans son attitude, sans ballon, même avec ballon, il est beaucoup plus vif. Il fait beaucoup plus les retours. T'as un autre Pape Gueye aussi. Il s'est complètement acclimaté. Exactement. Ah oui, Pape Gueye est monstrueux en ce moment. T'as l'utilisation de Camara qui est très bonne aussi. J'aime beaucoup encore. Il a fait un gros match là contre. C'était qui? J'ai un trou de mémoire, les amis. Montpellier. Contre Montpellier, contre Nice aussi, il est excellent. Et derrière, tu as une vraie alternative parce que souvent, quand Camara n'était pas là, il y avait un peu personne. Et là, tu as Pape Gueye qui se révèle enfin. Je trouve que plutôt que de compter sur 3-4 joueurs maintenant, t'en comptes sur 5-6. Et ça fait toute la différence. Oui, ce que j'allais dire, c'est que tu as plusieurs joueurs qui sont en forme en même temps et dans des postes clés. L'OM de Sampaoli aime avoir le ballon. Et là, tu as quasiment tous tes milieux axiaux qui sont en forme. Même ceux qui prennent le relais. On a parlé d'Harit, par exemple, en début d'émission.
il n'y a aucun milieu axial de formation, du moins qui n'est pas en forme en ce moment. À la limite, peut-être un peu Guendouzi qui est un peu moins rayonnant, mais il est quand même bon. Et derrière, ça tient aussi la baraque. Et devant, mine de rien, c'est interchangeable en ce moment. Il n'y a pas Milik, tu as Dieng qui va marquer, ou Kombu. Donc, tu as la forme des joueurs qui explique cela. Tu as Sampaoli qui fait légèrement moins de fantaisie, et tant mieux, voilà, t'as plus Lirola qui va jouer à gauche ou ailier droit, tu vois un peu moins Luan Pérez à gauche pour un concours de circonstances, il est mort, blessures, suspension, etc. Et puis tu as l'impression qu'il y a tout le monde qui est concerné, et je sais pas qui c'est qui a parlé d'assimilation là, à peine, là, mais il y a le temps de, comment ça s'appelle, le temps d'assimiler la méthode Sampaoli, le positionnement qui n'est pas naturel pour certains au départ. Et voilà, tout ça donne comment dire, une forme de l'OM qui est vraiment plaisante à voir jouer en ce moment. Vidam qui nous dit au pire, dimanche soir, on est 3e avec 4 points d'avance sur Strasbourg et 5 sur Nice, donc ça va, aucun stress. Ouais, vu comme ça, écoute. Disons qu'avec le matelas que tu t'es offert le joker de perdre à Paris, quoi. C'est vrai que c'est appréciable. Après, attention, n'allons pas non plus trop défaitistes. Hein. Paris sont bougeables. Hein. Même Paris à 100%, non, bien sûr, mais même Paris à 100%, on peut les prendre. Hein. Après, c'est l'habitude de chaque année, quoi. Non, mais surtout que eux, c'est leur dernier match de la saison. C'est que là, pour le coup, eux, ils n'ont plus rien à jouer. Eux, ils sont au parc, ils reçoivent l'OM. Leur but, c'est de nous taper. Derrière, tout le monde repart en dépression et pina colada jusqu'en septembre. Pina colada. mais par contre, je pense que même s'ils jouent à 100%, on peut les bouger. Je suis d'accord. Je doute de cette capacité à prendre ce match à bras-le-corps, vu que je pense que dans ce club, il y a beaucoup de joueurs qui sont là pour eux et pas forcément pour le club. Et je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à s'approprier une telle affiche. Donc je pense qu'ils seront effectivement plus forts que d'habitude, mais qu'on ne devrait pas non plus s'attendre à quelque chose d'incroyable. Franchement. Tu auras Kimpembe. C'est touchable. Bapar, mais même Bapar, de toute façon, il y aura 220, il y aura les les télés du monde entier qui vont le regarder, donc t'inquiète pas qu'il va vouloir améliorer ses stats. Mais Neymar aussi, t'inquiète que l'OM, il sait ce que c'est et qu'il a bien capté la rivalité. Donc s'il peut juste, en plus sur sa lancée, là, son regain de forme, moi, s'il prend pas un nouveau carton rouge contre nous, venir nous en piquer un. Non, mais tu sais, par rapport à ce que vient de dire Merwan, ces joueurs-là, même s'ils s'en foutent de l'OM, on va dire, de la rivalité avec le club, l'amour du PSG, tout ça, il y a un passif avec l'OM. Rappelez-vous, c'est ce match où on va gagner au Parc après le Covid, après leur finale de Coupe de Ligue des Champions. Et le match aller aussi, qui est quand même... c'était un 0-0 un peu pourri. Merci Sampa de s'être chié dessus après le carton rouge d'Hakimi. Mais bon, bref, ils étaient... Il y a un passif. Il y a un passif. Donc je pense que même les joueurs auront envie d'eux. Chronono qui nous dit finalement, Ama, c'est toi qui avais raison pendant la période de moins bien de janvier-février. Tu disais que c'était normal et que les beaux jours reviendraient. Pardonne-nous de notre inexpérience. Merci, Chronono. Vas-y. Non, mais c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est vrai que oui, effectivement, j'avais dit ça, mais c'est juste, comment dire, un constat de chaque saison, en fait. Chaque équipe, et encore plus l'OM, a un coup de mou. Et je n'avais pas compris l'effervescence qu'il y avait eu autour de l'OM, Sampaoli. Est-ce qu'il ne faut pas le dégager? Est-ce que c'est pas l'homme de la situation? Si l'OM n'avait pas de coup de mou dans une saison, on ne s'appellerait pas l'OM, on s'appellerait Manchester City. Et on finirait chaque saison avec 90 points. Donc, j'avais vraiment pas compris pourquoi tout le monde s'était affolé. Même si, objectivement, bien sûr qu'il y avait des choses à changer, mais... voilà, un coup de mou, on en a eu sous chaque entraîneur. Donc, si ça peut servir de leçon pour les suiveurs et les supporters pour les saisons d'après, calmons-nous. Essayons toujours de prendre un peu de hauteur quand il y a 3-4 mauvais résultats, c'est tout. Oh, le nuance, c'est très juste. Non, mais t'es pas d'accord? Moi, je suis d'accord avec toi. Oui. Moi aussi, oui, je suis d'accord aussi. J'ai rien à rajouter, t'as tout dit. Et on va conclure ce débat avec Axel qui, je pense, a la meilleure conclusion. Hein. Axel, il nous dit gagner au Parc, mais perdre Nantes, Lorient, Reims, c'est vraiment possible, on est l'OM. Exactement. C'est exactement ça. Ouais, est-ce que tu préfères... Avec Terem Monfi et Ibrahima Koné... Est-ce que tu préfères gagner au Parc et perdre Lorient, Rennes, tout ça, ou vraiment t'en prendre une bonne, genre un 5Z, mais derrière tu fais all-in? T'as le podium dans les deux cas? Non.
Non, mais la deuxième option, alors tu prends 9 points moi, dans la deuxième option. Moi, je veux la podium. Le 5-0, franchement, j'ai pas Ah, je m'en fous, franchement, je m'en fous. j'ai pas envie. Le premier PSG-OM avec Villas-Boas, on prend 4-0, on l'a déjà tous oublié, on s'en fout. Toi, tu l'as oublié, moi, je me rappelle. Moi, Non, moi, je veux la racler, mais avec prend un but la d'Icardi. C4 dans la poche. En plus, Bapa, il marque. Rappelle-toi, il fait sa célébration de 37 fois devant la caméra pour être sûr que. Ah non, c'est des images qui m'énervent. Oui, mais ça t'a pas traumatisé, ça va, tu t'en es remis quoi. Oui, parce que j'ai plus de 12 ans, mais quand même, ça m'énerve. Ah, attends, moi j'ai plus de 12 ans, mais je me suis toujours pas remis de l'égalisation de Cavani. Hein, donc, je sais absolument pas de quoi tu parles. C'est très dur. Les gars, on passe au débat suivant sur Payet. Go. Ou à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Ouais, je voulais dire que j'étais pas d'accord avec Amma, mais j'avais la flemme d'avoir le débat maintenant. Donc. Oui, ça sert à rien. Ok, très bien. Allez, on passe à Payet. T'as préparé le jingle, Idriss? Bon. Ah, attends. Ouais, c'est bon, il est prêt. Allez, vas-y, balance. Ballon. Les gars, on va parler de Payet. Alors, pas sur la forme du moment, quoique. Mais on va essayer de répondre à un débat, d'ailleurs, que je vois beaucoup en ce moment sur Twitter. Je sais pas pourquoi. Mais on va essayer de se demander quelle place a vraiment Payet dans l'histoire de l'OM. Parce que, bon, mine de rien, il est quand même plus ou moins là depuis 2013, malgré une interlude d'un an et demi en Angleterre. Ça fait quand même quasiment une décennie. Il y a eu de très gros moments, des moments très bas aussi. Est-ce que les gars, déjà, la première question que je vais vous poser avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, c'est pour faire suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, donc son but contre le PAOK et tous les débats qui ont suivi. Déjà, une petite question comme ça, légère. Est-ce que son but, là, le but de Payet contre PAOK est le plus beau qu'il a marqué à l'OM? Le plus beau que vous ayez vu au stade? Je sais pas, parce que par exemple, Ama, toi tu préférais, je te lance directement Ama parce que je sais que t'es pas d'accord, toi tu préférais celui contre Leipzig. Ouais, franchement, on est plusieurs jours après et il y a l'émotion. Oui, tu as raison, Merwan, parce que je pense que la beauté d'un but ne se cantonne pas justement qu'à sa beauté technique, mais il y a aussi le contexte et ce qu'il avait fait contre Leipzig ce soir-là, un match important, etc. Ben forcément, ça donne une saveur spéciale. Mais mine de rien, c'est quand même une très grande maîtrise technique ce qu'il a fait contre Leipzig. Bon, contre le PAOK aussi. Je sais pas, franchement. Mais après, tout ce que je peux dire, c'est que la plupart des beaux buts que j'ai vus dans la dernière décennie de l'OM, ben, c'est Payet, quoi. Je peux t'en citer 3-4. Il y a... À pas oublier Guingamp. Guingamp, dans le chat. J'ai même pas pensé à Guingamp, tu vois, j'avais pensé à celui où il étale au Kidja, c'était contre Strasbourg. Ouais, Strasbourg. Décembre 2017. Même le but refusé contre Leipzig à cause de Mitroglou, parce qu'il se met hors jeu, il fait faute, je sais plus ce qu'il avait fait lui. Mais son but là, il était fantastique. J'avais mis frappe du gauche pour me rendre compte que le but était refusé. Mais à choisir, je reste sur Leipzig, parce que comme dit Merwan, c'était un match spécial. Dans le chat, dites-nous quel est votre but préféré de Payet à l'OM d'ailleurs. C'est vrai qu'il a mis quelques bangers quand même. Celui de Guingamp, pour moi, il est fou. Il arrive en deux. Moi, celui de Leipzig, mais je suis désolé, mais il est même pas top 7. Celui de Leipzig, c'est ce qu'il représente, mais en termes oui, parce que c'est le match, c'est le souvenir du match. Esthétiquement, oui, non, il est beau, mais il a fait mieux. Il y en a un contre Lorient. Tu as vu beaucoup des lucarnes extérieures du pied, toi, après avoir. Il y en a un contre Lorient où il est en pivot, dos au but, et il lobe le ballon, il lobe tout le monde du pied gauche. Le ballon, il va mourir petit filet juste devant la ligne. C'est même pas. En fait, le truc, c'est que c'est. Moi, je te parle de gestes maîtrisés. Après, le but de Leipzig, je dis pas qu'il l'est pas. Tout ça, c'est un but magnifique. Je dis que j'ai d'autres buts que je préfère. Parce qu'après, moi, je suis un peu une brute du football. Donc, moi, les patates de 20 mètres, ça m'émeut un peu. Donc là, la frappe contre le PAOK, et ce qui est fou, c'est exactement ce qu'il veut faire. Il n'y a pas de... Il essaye pas de juste la prendre comme ça ou quoi. Non. Le ballon arrive, il veut la prendre externe du pied. Tu le vois dans sa façon de se coucher sur le ballon, la façon qu'il a de se mettre face à la cage avec les épaules bien droites face à la cage. C'est exactement ce qu'il veut faire. Et le ballon, tu le vois au ralenti, il bouge pas. Il la prend tellement, la frappe est tellement pure, il la prend tellement bien que le ballon il tourne même pas en l'air, il va juste mourir dans l'angle en plus du filet. Donc non,
Non, pour moi, c'est de loin son plus beau but. Ouais, pareil. Je pense que c'est assez incontestable. Après, si on parle en termes de réalisation, déjà, je pense que c'est la plus belle reprise de volée que j'ai pu voir. Ah oui, oui. Moi, ouais, sur le plateau du Phocéen, j'ai dit c'est le plus beau but de la saison. Toute compétition confondue, je parle pas juste de l'OM. C'est pour moi, voilà, c'est Puskás direct, on n'en parle même plus. Bah, t'as le mec de. Comment ça s'appelle t'as un Allemand, Knof, prêté par le BVB, là, avec Francfort, contre le Barça. Ouais, contre le Barça, ouais, c'était Francfort, qui met un copier-coller. Copier-coller, mais d'un peu plus près, un peu moins bon. Ah non, celui de Payet, il est bien plus bon. Bah, oui, je suis d'accord avec toi. J'ai pas le but en tête, je vais pas faire parce que celui de Knof, tu vois, il y a tous les joueurs qui arrivent vers lui, donc il a pas le temps de réfléchir, il la frappe et elle pourrait très bien partir au-dessus. Alors que Payet, le ballon, il a le temps d'arriver, il est totalement relâché et elle part vraiment là où il veut. Et ce qui est incroyable, c'est, comment dire, le relâchement et la puissance en même temps du tir. Parce que tu pourrais te dire, il est tellement relâché qu'il va pas la frapper fort. Je suis d'accord. Mais non, elle part à 10 000, elle est incroyable. Mais parce que c'est là, quand je parle de maîtrise et de technique, c'est qu'il domine son ballon, mais grâce aussi à la passe d'Under. C'est qu'il la prend au bon rebond parfait pour pas que la balle soit assez ralentie, tout ça. Bref, le but est une perfection. Donc pour moi, c'est de son but numéro 1 à l'OM. Je pense que c'est son but numéro 1 en carrière. Après, s'il y en a qui veulent mettre son slalom à West Ham, je comprendrai. Mais à l'OM, pour moi, sans aucune contestation possible, c'est numéro 1. C'est le but que d'habitude tu vois passer à la télé, sur YouTube, peu importe, et tu dis putain, mais pourquoi nous on n'en met jamais des comme ça? Ah ouais. Exactement. C'est ça. Non, mais tu sais, souvent c'est des frappes où le mec on lui décale le ballon, mais tu sais, c'est dans une phase de jeu, et du coup, lui, le gars a juste à tirer comme un bourrin, coup du pied, et après t'as l'impression que c'est du bourrin. Ouais, là, le temps s'est arrêté. Parce là, que encore une fois, c'est un corner, tout le monde est dans la surface, le ballon il part à l'entrée de la surface, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et d'un coup, non, l'autre il arrive, il se couche parfaitement de 3/4, et bref, il a juste la balance du pied droit. Non, esthétiquement, c'est parfait ce qu'il a fait. Les gars, on va enchaîner sur Payet, sur sa place dans l'histoire de l'OM. Alors, je me suis amusé hier à faire un petit sondage sur Twitter. D'ailleurs, il vient de se terminer 0 minutes restantes. Alors, c'est parfait, c'est tellement satisfaisant. Les gars, ça grésille encore. Ça grésille un petit peu, ouais. Attention à vos téléphones, les gars. J'ai fait ce sondage hier parce que moi, je voulais avoir un petit peu le ressenti des gens sur Twitter. J'ai quand même eu 500 votes, je suis assez content. Merci à ceux qui ont relayé le tweet. Donc, je demandais sur Twitter quelle place pour Payet dans l'histoire de l'OM. Donc, les propositions étaient légende, grand joueur important et pas encore dans l'histoire. La catégorie qui l'emporte avec 48,9%, c'est grand joueur. Donc, je sais pas les gars, si vous aviez pu, ou je sais pas si vous avez répondu à ce sondage, mais si vous aviez pu vous définir dans quelle catégorie vous situez Payet, donc légende, grand joueur, joueur important, pas encore dans l'histoire, dans le chat aussi, dites-nous. Mais les mecs, là comme ça instinctivement, avant de vraiment rentrer dans le débat, où est-ce que vous le placeriez comme ça? Je suis partagé entre grand joueur et un joueur important. Et pourquoi en fait? Parce que tout simplement, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une légende de l'OM à part Mandanda dans cet effectif dans des temps qui ne sont pas légendaires eux-mêmes à l'échelle du club? Et surtout, l'épopée de Dimitri Payet à l'OM, c'est quand même pas un long fleuve tranquille. Il y a quand même plusieurs Dimitri Payet. On en parlait en préparant cette émission et je faisais notamment référence à une déclaration qu'il faisait en début de saison, qu'on parlera peut-être plus tard, mais où finalement on le sentait motivé avec l'équipe qui était en train d'être construite, alors que la saison dernière, celle d'avant, avec AVB, il est horrible, hein, indépendamment des causes, si c'est justifié ou pas, qu'on aime ou pas AVB, hein, mais il est complètement horrible, il est complètement antipathique. Et on a vu ça à plusieurs périodes à l'Olympique de Marseille. C'est que Dimitri Payet, quand il ne veut pas, il ne fera pas, et surtout il ne fera pas en sorte qu'on l'aime ou qu'on le comprenne. Et finalement, je trouve que malheureusement, en tout cas pour l'instant, on verra s'il y a un titre européen cette saison ou pas. C'est trop léger, il n'y a pas de titre, d'accord, pour le considérer plus que grand joueur ou joueur important. Surtout qu'on ne va pas se mentir, les 8 ans qu'il a passé à l'OM, ce n'est pas les 8 ans les plus marquants du club. Ouais, je rejoins certains arguments de Merwan. Pour moi, je ne le mettrais pas encore légende. Dans le sens, si l'OM gagne la C4 et qui joue un rôle important dans cet éventuel titre, pourquoi pas, même si ce n'est que la C4. En fait, tout dépend de la définition de légende. Par exemple, un mec comme Marcel Desailly, est-ce que vous le mettez dans les légendes de l'OM? Jamais de la vie. Parce qu'il gagne la Ligue des Champions,
Ouais, mais tu vois, c'est un joueur important de l'équipe qui gagne la Champions League, mais pourtant, il joue pas beaucoup. Alan Boksic, est-ce que tu le mets dans le rang des légendes? Non, tu peux pas, mais tu peux pas mettre en légende un mec qui fait qu'une seule saison. À la limite, le seul qui pourrait prétendre à ce titre-là, c'est Didier Drogba. Mais à la limite, moi, je pense qu'il peut y prétendre, mais parce qu'il a rien autour de lui qui porte cette équipe. L'équipe de 93, c'est une équipe qui collectivement, t'as un, si ce n'est pas les deux meilleurs joueurs à chaque poste du championnat, et t'as certains des meilleurs joueurs d'Europe à chaque poste aussi. Donc bon, c'est pas la même chose à considérer. C'est comme quand on parlait du top 30. Ben, rappelez-vous, quand on préparait le top 30, on trouvait avec Mathieu qu'il y avait une omniprésence des joueurs des années du titre. Mais après, le problème, c'est que c'est les seuls qui ont rapporté un titre en 20 ans. Mais bon. Du coup, moi, je refuse de juste ça. Excusez-moi, les gars, il y a encore un problème de grésillement. Ce n'est pas moi. De juste voir ça par le prisme du palmarès. Ouais, ça va être immonde à faire partir au montage. Mais bon. Parce que le foot, c'est pas une finale, tu la gagnes, tu la perds. C'est pas juste un but où est-ce que Gignac est une légende du foot français s'il marque son poteau à l'Euro 2016, alors ça se joue à un poteau, alors que le gars dépasse pas les 40 sélections. Donc bon, tu vois ce que je veux dire? C'est quand on parle de légende, moi je parle de tout, d'absolu. C'est pour ça que je me rapproche plus de la vision de Merwan. Mais moi, j'ai malheureusement quand même envie de mettre Payet dans les légendes du club. Parce que tu mets qui dans les légendes? Parce que le voilà, gars, c'est ça le problème. C'est que il n'a pas de 300 matchs. il a atteint, il est à 309. Depuis dimanche, il a 309 matchs de Ligue 1. Je crois que je l'ai quelque part, l'affiche. Avec l'OM pas de Ligue 1, il est à 309 matchs tout court avec l'OM. Ok. Bref, je vais retrouver. Je pensais qu'il n'avait pas encore atteint la barre des je vais retrouver l'affiche. Mais je dis malheureusement parce que justement, un joueur qui a connu autant de bas à l'OM, je pense qu'il a plus connu de saisons moyennes. Et je parle pas collectivement, je parle personnellement. Moyenne que bonne saison. Et qui n'a pas gagné de titre, qui a vraiment plombé des saisons de l'OM. Je pense à la 18-19 et à la 20-21, donc de la saison dernière. Parce que jusqu'à l'arrivée de Sampaoli, Payet, il fait rien de la saison. Rappelez-vous, pour les plus anciens, ceux qui écoutaient au début Passe ton ballon, les premiers Passe ton ballon, c'était il en prenait pour son grade à chaque émission. Mais malheureusement, il est présent sur beaucoup trop de photos de grands moments de l'OM sur cette dernière décennie. Est-ce que ces grands moments sont des grands moments, à part la finale d'Europa League, qu'ils ne disputent même pas finalement? Qu'est-ce que je veux dire? Oui, mais au final, le meilleur joueur. Il y en a eu trop et ça dure un certain moment. Mais attends, regarde, après je te laisse défiler, Ama. Le meilleur joueur, on est tous d'accord ici pour dire que la saison qu'on a le plus kiffé à l'OM, c'est la saison Bielsa. Le meilleur joueur de la saison Bielsa, c'est Payet. Bien sûr, mais regarde, il y a un truc super intéressant par rapport à ça, Idriss. En 2019-2020, il est à son prime individuel. Je pense que même à l'époque de West Ham, il n'a jamais été aussi fort que ce qu'il a été sur la saison avant Covid. Il porte l'équipe à lui tout seul et au final, l'équipe finit deuxième. Bon, l'équipe se finit en mars et tout. Combien de matchs cette saison-là, Payet a fait gagner tout seul à l'OM? La saison Bielsa, tu l'aimes pas parce qu'en fait, maintenant, c'est différent. Maintenant, il a une aura à Marseille. La saison Bielsa, il n'a pas d'aura. Tu dis, putain, mais en fait, il est chaud. C'est un super joueur. Et tu l'arrêtes là. Il n'avait pas ces moments de communion avec Level. Maintenant, il les a. Tu vois, en gros, on ne les met pas pour les mêmes raisons. Sinon, on peut prendre tous les joueurs qui ont été chauds. Ça commence à arriver parce qu'il arrive la saison d'avant. La saison d'avant, c'est l'équipe de Valbuena. Puis ils n'arrivent pas à s'entendre. Il est cantonné au rôle d'ailier droit. Il trouve qu'il y a des querelles dans le club. C'est le bordel. Donc bon. Et du coup, la saison Bielsa, c'est un peu sa première saison. Mais les moments de communion, il venait quand même. Quand il marque son but contre Metz, bref, il y a des moments. C'est vrai que c'est pas le chouchou du stade comme il l'est à son retour, mais parce qu'entre deux, il y a eu West Ham où c'était limite la coqueluche du foot français. Il y a eu ce France-Albanie au Vélodrome. Il y a cette célébration. Je suis chez moi. Donc il s'est passé des trucs pour que cette communion se fasse aussi. On est d'accord. Là. Mais c'est pour ça que j'ai envie. Je te dis, pour moi, c'est une légende du club. Parce qu'à part un trophée, je trouve qu'il manque pas grand-chose. Mais j'ai envie de te dire derrière, malheureusement, parce que on est l'Olympique de Marseille, on est le plus grand club de France que tu veux, le plus grand palmarès de France que tu veux, et qu'on en est résolu à faire entrer au Hall of Fame ce joueur-là, alors que ce joueur incarne un OM sans trophée. Et même sans finale, parce qu'au final, il n'en dispute qu'une.
Ah non, moi je suis d'accord avec vous deux, mais en fait, encore une fois, ça dépend vraiment de la définition du mot légende. En Angleterre, par exemple, je lis pas mal d'articles sur le foot, et ils utilisent le terme légende dès Tout qu'un bout de mec champ, a tout bout de passé 6 ou 7 ans. Voilà, Ouais. donc est-ce que la durée est l'un des deux premiers critères pour définir le terme légende, ou alors c'est après, ça vient après Moi, le ça vient en 3. palmarès, ça vient après Ça les parle pas la sensations même que ce terme. joueur nous a fait ressentir. Moi, ça vient Ça avant le passe. palmarès. Ça n'a pas la même signification, autrement, légende. C'est un peu être dans les murs quand tu es une légende en Angleterre. Tu vois? Oui, Tu oui, peux tout à très bien fait, dire, je sais pas oui, moi, tout à fait. que Tony Hibbert, c'est une légende d'Everton parce qu'il a fait toute sa carrière là-bas. Tu vois ce que Exactement, je veux ouais, dire ouais, ils utiliseraient exactement ce terme pour un joueur de ce style, exactement. C'est Tu plus définis le très bien. mec qui a été marquant, qui a impulsé un nouveau courant au club, qui a fait gagner des choses, etc. etc. Et moi, en fait, il y a un truc, c'est que Idriss, je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'en fait, si on doit déterminer une légende sur la période dont on parle, alors oui, Payet est dedans. Mais est-ce qu'on doit déterminer qu'il y a une légende sur la période dont on parle? Tu vois ce que je veux dire? Oui, Oui, parce c'est que là, ouais, c'est là où une je suis période d'accord avec ton ouais, point. c'est une période de vache maigre. C'est Ouais, c'est là où je suis d'accord avec ton point. Mais après, des périodes de vache maigre comme ça, l'OM en a connu beaucoup dans son histoire. Et moi, ça fait aussi partie d'un de mes combats en tant que supporter, c'est de sortir de l'OM de tapis. C'est que malheureusement, si demain on fait un 11 type de l'histoire de l'OM, ben, beaucoup vont mettre. Ce sera 80% de l'OM de tapis, alors que l'OM a existé pendant 70 ans ouais, mais avant et existe exactement, depuis même plus 25 du ans coup. après. Mais, et du coup, Ouais, mais on on doit regarde quand on sortir. a fait, on regarde quand on a fait notre top 30, Payet il a fini quatrième quand même. Je sais que toi tu l'avais mis un poil plus bas, mais nous il a fini quatrième et je sais que beaucoup de ceux qui se sont amusés à le faire l'ont mis aussi dans le top 5 et il y en a beaucoup qui l'ont même mis podium devant Drogba. Donc, euh, écoute, en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est aussi une histoire d'amour, mine de rien. C'est que on va pas jouer les candides, on sait pourquoi Payet est revenu, il y a eu des soucis extra-conjugales avec sa femme l'a forcé à rentrer en France, et Ouais, au bon, final, mais ça, ici, on n'en parle pas, on ne devrait pas trop en parler, je oui, pense. mais au final, non, mais c'est un fait, on n'en rentre pas dans les détails, mais l'offre qui arrive de l'OM, elle arrive à point nommé dans sa vie personnelle, et tant mieux au Ouais. final. Et aussi parce qu'il y a un salaire il y a un salaire à 5,7 millions la saison aussi qui vient. Parce qu'avant le Payet OM à vie de 2020, Payet, il a hors PSG Qatari, le plus gros salaire de Ligue 1. Donc voilà, faut pas non plus dire que Payet a fait des efforts pour revenir, tout Même ça. maintenant, avec son Olympien à vie, là? Non, non, maintenant, non, non, maintenant il en est loin, il est même pas dans les 5 plus gros salaires du club. Mais, euh, Ok. mais, 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 euh, mais voilà, faut pas non plus se leurrer. Payet, il est revenu pour de bonnes raisons. Il est, pas, il est revenu pas pour les bonnes raisons de prime abord, mais maintenant, depuis qu'il est revenu, la fin de saison 2016-2017, elle est très bonne. Sa 17-18, elle est excellente. Par contre, la 18-19, elle est éclatée. Et c'est pour moi ce qui vient pourrir son CV. La 19-20, elle est incroyable, sa saison 19 avant que le Covid s'arrête. Rappelez-vous juste une petite image du but du Prince Radonjic contre Brest. Si le réalisateur s'arrête sur Payet quand Payet est dehors et qu'il a la tête dans les mains en train de se dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire, ben, c'est parce que Payet il portait cette équipe et que Payet il sort à 1-0 à la 89e et qu'on prend un but juste derrière. Donc il s'est passé. Oui, je suis d'accord, Merwan, son deuxième run, il y a un peu plus d'histoire d'amour, la communion avec le public. Mais pour moi, il a tout. Il a tout du chouchou, de la coqueluche, du meilleur joueur, le mec important dans les grands moments, même si il s'est aussi couché dans certains grands moments, parce que la saison où on se prend raclée sur raclée, il est là. Mais quand Ouais. même. Mais quand même. Moi, je vais juste rebondir sur ton argument, Idriss, sur l'OM de tapis, et c'est très juste. Parce que si on prend en compte le palmarès, l'importance des matchs, les performances, etc., en gros, il n'y aura plus jamais de légende de l'OM jusqu'à ce qu'on fasse demi-finale de Ligue des Champions. Et ça serait, comment dire, ne pas non plus respecter l'histoire de l'OM, parce qu'il y a eu l'OM avant 1993, Marius et Trésor, il y a Joseph eu l'OM. Bonnel, Josip Skoblar, Roger Magnusson, on a eu des joueurs de fou. Et il y a eu l'OM après 1993. Et pour moi, un mec qui fait 300 matchs à l'OM, et si tout se passe bien, fera 2 finales européennes avec l'OM, ce qui est très rare quand même. Il n'y en a pas eu Ouais, beaucoup dans l'histoire de l'OM. Et qui, en plus, hors quand web il de est dans tapis, ses il n'y en a bonnes aucun. Hors web de tapis, il n'y en a aucun. Il y aura Mandanda du coup, mais hors web de tapis, il n'y en aura aucun.
Voilà, et si en plus tu prends en compte le fait que dans ces bonnes saisons, il est à un très très bon niveau, et c'est très rare pour l'OM d'avoir des joueurs de ce niveau quand il est en forme, ben, c'est pour ça que je le place entre grand joueur et légende. Pour moi, il manque quand même le fait d'emmener l'OM à une nouvelle finale européenne, voire de la gagner carrément. Donc je comprends cet argument. Et s'il y a le palmarès, par contre, pour moi, il n'y a plus de débat. Juste pour dévoiler un peu les coulisses, parce que Mathieu a un petit souci, il va arriver, mais je vais le dire à sa place. Avant de faire cette émission, moi je l'ai proposé à Ama samedi dernier, parce qu'on a passé la soirée ensemble. Je disais, ouais, mais est-ce qu'on se poserait pas la question Payet, légende ou pas du club? Parce que moi, justement, je voulais faire cette émission avant une potentielle finale d'Europa League, d'Europa Conference League, parce que je voulais pas justement qu'on soit dans la culture de l'instant, je voulais pas qu'on soit pris par l'émotion du trophée ou pas du trophée, je voulais qu'on la fasse avant la fin de saison. De se dire, là maintenant, si demain tout s'arrête, voilà, demain Payet se blesse, il joue pas la fin de saison, la saison prochaine parce qu'il a 35 ans, ben, il a du mal à revenir de sa blessure, donc voilà, saison tronquée, ce que tu veux. Si maintenant on arrête tout ça, est-ce que Payet est une légende du club ou pas? Et c'est pour ça que je voulais avoir ce débat maintenant. Mathieu était d'accord, Ama pas, il voulait qu'on attende la fin de saison, mais parce que bon, non, pas forcément. C'était juste une question de timing en vrai. Mais non, mais c'est pas grave parce que c'est judicieux de le faire maintenant, comme ça on va pas nous reprocher si je l'espère l'OM gagne la C4 et tout, qu'on fait un débat en juin en août en disant ouais vous surfez sur la vague. Là on le fait avant. Voilà, on le fait, on est encore dans la saison, voilà, on a encore 7 matchs à jouer, si ça se trouve on va finir 4ème. Et ben, il incarnera encore une fois, peut-être malgré lui, parce qu'il fait une grosse saison, ben, l'OM qui a échoué. Parce que 2015, c'est le meilleur joueur de l'équipe, on finit 4ème, on a échoué alors qu'on jouait le titre en janvier. 2018, c'est le meilleur joueur de l'équipe et on finit 4ème, on a échoué alors qu'on finit à 78 points. Donc au final, si encore une fois on sort du podium, ben, il incarnera l'OM de l'échec. Mais voilà, je voulais qu'on ait ce débat maintenant quand même. Alors, on a un gros souci de son. Ouais, ben, en fait, je crois que le souci de son venait de toi au final, Mathieu. Oui, parce que c'est une grésille là. Parce que j'avais mon téléphone à côté, j'étais en train de vous envoyer un message pour vous dire que je revenais. Mais m'excusez. Pas de souci, pas de souci. Au départ, on n'avait même pas remarqué ton absence. Ouais, parce que ça paraît très non, bien. ça discutait. Vous voulez, je vous laisse et puis je vais bouger. Bah, ouais. Non, les arguments s'entendent. J'entends ceux d'Idriss, ceux de Marwan aussi. En vrai, il n'y a personne qui a vraiment tort. Je comprends le point de vue de. Non, mais il n'y aura pas de vérité absolue à la fin de cette émission. Le tout, c'est que nous, on se donne un maximum d'arguments et un maximum de clés. On en donne aussi un maximum aux gens qui nous écoutent et c'est pour eux qu'on fait cette émission. Et après, à ceux qui seront d'accord ou pas d'accord de se faire leur avis. Mais de toute façon, il n'existe pas de Hall of Fame de l'OM. Et vous savez, Mathieu Yama, depuis combien de temps j'en rêve. Mais il a failli exister. Non, mais voilà. Valbuena, Ayou et Gignac. Valbuena, Ayou, Gignac et Souley Diawara, non merci. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de tampon qui dit tu es une légende du club. Après, à certains de se décider si c'est bien ou pas. Mais personne ne décide vraiment. Là, pour nous, ici autour de la table, je pense qu'une fausse table imaginaire, on est tous d'accord pour dire que Drogba est une légende du club. Ben, certains vont te dire non, il a fait qu'une saison. Ouais, mais regarde la saison qu'il a fait. Ouais, mais il a fait qu'une saison. Bon, ben ok. Donc il n'y a pas de tampon. On va définir ce qu'est une légende du coup. Ouais, mais tu sais, tu peux définir autant que tu veux. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord quand même. Non, mais il a raison. Là, juste comme ça, si vous fais donc homme de science. Non, mais par exemple, là, si je te dis comme ça, toi, Idriss, on fait un tour de table. C'est quoi pour vous une légende? Pour moi, c'est. Vas-y, Merwan, vas-y. Ok. Pour moi, c'est un mec dont le moment fort sportif a coïncidé avec un moment fort avec le club et il y a un lien de causalité entre les deux. C'est-à-dire que le mec a été très fort et que son niveau a rendu meilleure l'équipe et a permis finalement à un collectif aussi de se diriger vers un moment fort pour tout le monde collectivement, tu vois. Par exemple, Mamadou Niang, année du titre. Lucho, pour moi, j'ai un peu de mal, mais allez, je peux accepter ceux qui disent allez légende parce que tu as cet amour. Pour moi, non, par contre, avec Lucho. Oui, moi non plus. Mais Mandanda, pour moi, Mandanda et Niang y répondent, tu vois. Ah oui, complètement. Drogba aussi, même si pour moi, c'est pas une légende, mais ça, c'est plus un ressenti. Mais je pense qu'objectivement, on peut très bien argumenter pour dire que Drogba est une légende de l'OM. Il a un moment fort incroyable et l'équipe était bonne, mais c'était pas non plus proportionnel au parcours européen que tu fais. Et pour le coup, si on prend cette définition-là, Payet, t'as pas vraiment de moment exceptionnellement fort à part la finale d'Europa League avec le club. Moi, je suis assez d'accord et je rajouterai à ça
ce que tu incarnes et les émotions que tu as transmises. Et quand je parle Exactement. d'émotions, c'est pas forcément que sur le terrain. C'est ce que tu as incarné en dehors du terrain, l'image que tu as renvoyée. La connexion avec ton Et public. la connexion. Et c'est pour ça que Drogba, malgré son unique saison à l'OM, est une légende du club pour te parler de la connexion qu'il y a eu avec le peuple marseillais cette année-là. Là où un Thauvin qui a beaucoup plus marqué, beaucoup plus influé Bah, regarde, au final, sur les statistiques de l'OM, lui n'est pas une légende du club. Au final, Payet et Thauvin, ils ont que 6 mois d'écart là, sur leur durée à l'OM, parce qu'ils arrivent le même été. Ouais. Ils partent le même été aussi. Thauvin revient 6 mois avant. Payet revient... Non, même pas Thauvin, il revient 1 an avant. Il revient l'hiver 2016 et Il Payet revient arrive... un an avant, bien sûr. Et Payet arrive l'hiver 2017. Donc, au final, ils ont passé plus ou moins le même nombre de jours au club. Et donc, Quasiment 2 matchs. Thauvin, franchement, ouais, il y a des chances. il s'approche des 300 matchs. J'ai pas le chiffre exact, mais je pense Donc- qu'il s'approche des 300. Pas les gens Ouais, de c'est club. fort possible. Donc Thauvin est très loin d'être une légende du club parce que lui, ce mariage avec la ville, même au-delà du club, ne s'est pas fait. Même s'il a connecté avec une partie du public et tout, il ne l'a jamais fait. Payet, moi, vous connaissez mon sentiment sur lui et les aficionados de Passe ton ballon iront écouter les premières émissions où on en parle. Moi, j'ai pas cet amour que pour avoir beaucoup de Payet et j'embrasse mes amis du Sakai Gang légendaire pour mes amis proches, mais qui eux sont des gros fans de Payet, notamment de Nancy Lucas, parce qu'ils ont connecté avec ce joueur, notamment sur la saison Bielsa. Et aussi sur ce qu'il a fait en équipe de France, parce que même s'il était officiellement joueur de West Ham, c'était affilié à l'OM. Et moi, je suis jamais rentré dans ça, peut-être parce que j'ai vieilli assez vite, je suis passé de 14 à 32 ans assez vite, mais quand même, j'arrive à donner ce crédit-là à Payet, de quand même être ce petit con quand même, tu vois, ce petit con quand même de la ville, ce petit truc de... ce petit truc un peu énervant, mais assez avec beaucoup d'ego, un peu bébé capricieux, mais quand même capable de soulever le stade à tout moment sur des gestes. Il y a eu des moments zidanesques quand même de Payet, et c'est moi qui le dis avec tout l'amour que je porte à Zidane. Donc bref, Payet a fait quelque chose que beaucoup de joueurs, je vais même te dire des Ribéry, peut-être même des Nasri, n'ont pas réussi à connecter avec le stade comme lui a connecté avec le stade. Je suis d'accord. Sur ce point précis, je suis d'accord. Après, la vraie question, et c'est Gordono qui la pose, il nous demande Azir est-il une légende de passe ton ballon? Saison unique, certes. Moi, je dis oui uniquement parce qu'il était d'accord avec moi il y a quelques secondes. Sinon, Lis le dernier message d'Azir, s'il te plaît. C'est un malade. Azir, il nous dit il y a quand même beaucoup de jeunes qui se surnomment Tovigno sur les réseaux, c'est un bel argument quand même. Alors tu vois, tout à l'heure... Non mais regarde. C'est typiquement les tweetos que Azir adore. pour moi, il y a une corrélation avec le score de Macron, mais Si je peux juste donner ma définition du mot légende, moi, je dirais que c'est une combinaison des émotions procurées par le joueur à travers ses performances individuelles qui ont un impact bien évidemment sur l'équipe, mais aussi du coup ces émotions qui sont combinées avec la longévité. Mine de rien, pour moi, c'est important. C'est pour ça que là Idriss a cité Ribéry, Nasri, etc. Payet, on peut le mettre au moins dans la même catégorie, dans les mêmes eaux au niveau technique que ses joueurs, mais sauf que lui, il a répété sur plusieurs saisons et dans 10-15 ans, tu vas forcément te souvenir de certains matchs qu'a fait Payet, de certains buts, même de certaines déclarations, qu'elles soient positives ou négatives. Une légende, ça aussi, sa part d'ombre. On va se souvenir de la saison où il était en surpoids, qu'il avait les cheveux en pétard et qui ressemblait à rien footballistiquement. Je remets la Et photo tu vois, sur Twitch. Putain, Donc, pour moi, Ama qui fait un commentaire sur le style, c'est vraiment Franck Caissier qui se moque du caissier. J'ai dit footballistiquement. J'ai dit footballistiquement. C'est pour ça que. Parlez de ses cheveux. Ah, mais cherche pas, il voulait juste caler la vanne. Oui. Cherche pas, il voulait juste caler la vanne. Ah, en ce moment, c'est Non, en ça, plus, Fabien, Caissier qui se moque du Caissier, j'aime bien, donc. Sur WhatsApp, il nous l'a. Putain, cette photo, c'est terrible. Mais je la valide en plus. Non, mais voilà, rien que ça, tu vois, on a l'image sur le chat, c'est iconique. Tout le monde se souviendra de sa dégaine dans 10 ans, mais ça fait partie de la légende. Nesta a une très bonne définition aussi. Nesta 13 là dans le chat, il nous dit les légendes, ce sont ceux qu'on retiendra à travers le temps. Et est-ce que ça me fait penser est-ce qu'il y aura Attends. Est-ce qu'il y aura dans 20 ans
des gens qui diront, tu sais, après une défaite de l'OM, mais à l'époque de Payet, je peux te dire que c'était Ça pas serait pareil. pas passé comme ça. À l'époque, avec Balerdi, il y aurait eu faute, le joueur ne serait pas passé. Allez. Il aurait pris la jambe, mais le joueur il serait pas passé. Mais tu en auras qui te diront quand on aura un peu de peine dans le jeu. Ah putain, mais rajoute juste Payet dans cette équipe. Mais non. T'en Exactement. auras 1 million qui vont te le faire, ça, mais comme toujours. Mais malin. Lui, comment il te le mettait au fond, lui? C'était une tire et but. Mais oui, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Ama. Il y a même la part d'ombre fait partie Bien sûr. de l'histoire de Payet à l'OM et limite, j'ai presque envie de dire la rehausse les bons moments parce qu'il y a eu des Non, moments quand même terribles, pas, tu quand même vois. pas, quand même pas. Et c'est Quand même pas, parce que tu veux que je te dise, Mathieu, en fait, le problème de Payet, et Merwan l'a très bien dit, c'est que le gars, en fait, quand il a pas envie, il a pas juste envie personnellement. Il est dans une envie de couler tout ce qu'il y a autour de lui, en fait. Et sur la saison 2018-2019, c'était criant. C'était criant qu'il avait envie que ça se passe pas bien. Et en plus, moi, c'est l'année où je passe un peu de l'autre côté, vraiment, où j'ai commencé à avoir vraiment des infos et tout. Comment ça, tu passes de l'autre côté? Non, mais je Ouais, passe. c'est bizarre comme phrase. Non, mais je suis. C'est vraiment des obsédés. Hein. Non, mais je passe, on va dire, du côté juste supporter, suiveur, à vraiment journaliste où je commence à avoir des informations de vestiaire. Je sais vraiment ce qui se passe à l'intérieur du club et tout. Et c'est pas Merwan qui va me contredire, surtout sur cette saison-là. C'est que il était vraiment dans une entreprise de destruction massive de Rudy Garcia et Giancarlo Hierro cette saison-là. quand je dis rehausse les bons moments, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des bas tellement bas que finalement tu apprécies encore plus les moments hauts avec lui. Tu vois, c'est à double tranchant, l'émotion est décuplée dans les deux sens si tu veux avec lui. Je suis pas d'accord, mais c'est Genre, ton droit. Ouais, C'est ton droit. Rappelle-toi les émissions qu'on faisait sur la photo là qui est actuellement où on le descendait. Mais bien sûr, Alors, parce mais que c'était à la hauteur de son statut, des espoirs qu'on avait en lui, bien sûr, mais ça rehausse pas les bons moments qu'on passe en ce moment pour moi. J'ai perdu du temps, c'est tout. Ça rehausse je vais pas dire les bons, mais ça rehausse la perception que tu as des bons moments, si je peux dire. Tu vas encore plus les apprécier. Si tu veux. C'est très philosophique. Il faudrait demander à Thibaut le plat de. Non. Non, ça va. Les gars, je sais pas si lors de ma courte absence, vous avez parlé de quelle est sa meilleure période à l'OM. Je sais pas si vous avez évoqué ça parce que j'ai fait vite fait un petit en 2 phrases de ces saisons d'échecs, on va dire 14, 15, 17, 18, où il est le meilleur, mais il incarne l'OM qui est très bon, mais qui finit 4ème. Mais sinon, on n'en a pas parlé. Parce que là aussi, je me suis amusé à faire un petit sondage sur Twitter, comme pour sa place dans l'histoire. J'ai demandé aux tweetos quelle est la meilleure période de Payet à l'OM, avec 3 choix. Donc 2013-2015, son premier passage. 2017-2020 sous Jacques Hierro. Et à partir de 2020, entre 2020 et 2021, à partir de là, de l'arrivée de Longoria. Depuis 2021, janvier 2021, l'arrivée de Sampaoli. Et c'est quand même 49% de gens ont répondu 2017-2020 RJHE. Franchement, c'est pas saugrenu. Mais en fait, je suis même pas sûr que ce soit pertinent de parler en termes de saison. En fait, c'est des mois. Payet, Europa League phase finale, c'était très fort. Payet début de saison, c'était très fort. Là, ça baisse un petit peu. Il est toujours bon, c'est pas le souci. Hein. Mais en fait, il a des périodes très très fastes, mais c'est jamais très très long. À part West Ham, qui est une anomalie dans sa carrière. La saison, et la saison Bielsa, peut-être. Ouais, la saison Bielsa. C'est jamais très très long. Il est incandescent là depuis le début de saison. Après, peut-être qu'on s'est trop habitué à des performances zidanesques. Mais ouais, non. Moi, je pense sincèrement, hein, en termes de niveau, ce début de saison-là, c'est peut-être pas en termes d'émotion, parce que voilà, c'est que des matchs de Ligue 1. Ouais, puis il est dans le collectif. Oui. Mais là, il est vraiment dans la régalade, alors que d'habitude, c'est juste que d'habitude, le jeu, il a toujours été dans la régalade, Payet. Hein. Ça, c'est un truc qu'on pourra jamais lui enlever. C'est pas un gars qui veut mettre la frappe à la 88e pour donner la victoire ou quoi. S'il faut faire la passe, il la fera toujours la passe. S'il faut qu'il soit dans le rang central et que le jeu parte du rang central de lui, il le fera. Ça, on pourra jamais lui enlever. Sur le terrain, il fait des cacas nerveux hors terrain, mais dans le terrain, il a jamais été comme ça. Mais par contre, début de saison, il est vraiment dans ce rôle un peu d'ombre, qui n'en est pas vraiment un, mais où on lui demande de rester dans la surface et de faire briller ce qu'il y a autour. Bon, après, même si au final, il a staté. Mais pour moi, le meilleur Payet, je suis désolé, mais le 19-2020, début de saison AVB, où AVB lui donne les pleins pouvoirs de faire ce qu'il veut, c'est à peu près la même chose. Mais il lui donne les pleins pouvoirs complets. Il est positionné à gauche avec un milieu au potentiel offensif négatif. Camara sans son rongier, mais du coup il peut faire absolument tout ce qu'il veut
avec Amavi qui déborde sur le côté, où vraiment la charge offensive ne dépend que de lui. Vraiment là, pour le coup, je me suis vraiment demandé si c'était pas le meilleur Payet que j'avais jamais vu, alors que j'avais des souvenirs assez frais de la saison Bielsa et de West Ham. Parce qu'à West Ham, il est dans un... C'est une compile Crazy Skills de 38 matchs à West Ham. C'est que vraiment, il a juste envie de se faire plaisir et autour de lui, ça bouge. L'équipe est sexy, ce que tu veux. L'année Villas-Boas, il est en mission. Mais pas le mission de Cristiano, il a une mission. Mais je blonde des faits mouillés. Non, il est en mission de si ça vient pas de lui, ça viendra de personne. Tu vois, d'ailleurs, les gars, si vous deviez retenir un moment marquant de Payet à l'OM, la première image qui vous vient, si vous deviez résumer Payet à un moment, une action, un but, un match, je sais pas, hein, mais un moment. Je pense. Ouais. À Lyon aussi quand même. Lyon, l'avant et le match. C'est vrai. C'est vrai. Mais Leipzig, c'est quand même un pic en termes d'émotion, je trouve. Enfin, je sais pas, mais pour le coup, je pense que c'est vraiment un match légendaire dans l'Olympique de Marseille. Moi, je vais faire un peu le philosophe. Et moi, je vais te dire en ce moment, là, ce qu'on vit en ce moment, et la photo que je mets depuis tout à l'heure sur Twitch, parce que pour moi, elle est symptomatique, c'est qu'on a un groupe très jeune. Bon, dans la photo, il y a Milik, mais c'est que Payet, c'est le daron de l'équipe. Et qu'enfin, il se plaît dans ce rôle de daron, / meilleur joueur important de l'équipe. Et et tu le vois en fait dans la vie de tous les jours, dans les vidéos que le club nous partage. C'est qu'en fait, pour la première fois depuis son arrivée à l'OM, depuis 2013, je le sens apaisé, Payet. Je le sens plus dans l'envie de prouver quoi que ce soit. Je le sens plus dans l'envie de faire quoi que ce soit. Il a juste envie de jouer au foot et de gagner avec cette bande de jeunes, avec Pape Gueye, avec Saliba, avec Harit, avec Guendouzi, avec Bakambu, ce que tu veux. Cite-moi tous les jeunes de l'effectif. Ben, tous, ils se sont dit, on va jouer pour Payet. Et Payet se met aussi en train de vous dire, les gars, je vais vous faire briller et s'il faut, je vous ferai gagner. Donc pour moi, c'est en ce moment, ce qu'on est en train de vivre là, c'est l'image que je retiendrai de Payet sur ces 8 ans d'OM. Tu valides donc ce que dit Alan, qui nous dit un joueur phare est fait pour éclairer, pas pour éblouir. Ouais, ça, c'est un extrait du vestiaire. C'est un extrait de ce qu'il a dit dans le vestiaire. Oui, bien sûr, c'est Payet qui l'a dit dans le vestiaire, mais franchement, c'est beau. Il y a moins que ce soit son épitaphe, Payet, tellement il a été content de la sortir dans le vestiaire, je pense. Don Popol et nos 10 buts plus célébration contre Lyon et contre Leipzig. Ouais, c'est les deux moments phares, je pense. Hein. Bah après, c'est sûr que sur YouTube, je vais pas taper Payet cohésion de groupe 2022. Je vais taper Payet Lyon 2019. Oui, c'est sûr que s'il y a une image, un but à garder, je vais garder Lyon. Non, Leipzig, pardon, et pas Lyon. Mais juste quand je pense, en tout cas, j'aimerais penser dans 5 ans, quand je penserai Payet et OM, je penserai à cette saison Sampaoli où il a été le daron de l'équipe. Les gars, ça va nous permettre de faire le pont avec notre prochain débat qui va aller durer une petite dizaine de minutes avant qu'on ferme l'émission. Mais est-ce que vous attribuez aussi la réussite de Payet, etc., à ce qu'il fait de bien cette saison, à la relation qu'il a avec Sampaoli, mais surtout avec Longoria? On sait que Longoria, il est important pour les joueurs. Il y en a beaucoup qui en ont parlé, qui ont dit qu'il appréciait, ils aimaient bien travailler avec lui. Est-ce que vous pensez que Longoria a participé justement à cet apaisement que tu décris, Idriss, chez Payet? On sait qu'il a eu des relations conflictuelles avec Hérault. Avec tout le monde. Avec tout le monde. Tu fais bien de préciser. Avec Eli Bob, même avec Bielsa, il a eu ses petits moments de caca nerveux, comme je disais tout à l'heure. Avec Garcia, n'en parlons pas. Avec AVB encore plus. Non, il a eu des problèmes avec tout le monde, Payet. Et justement, quel rôle de Longoria dans cette saison de Payet? Je pense que Longoria a fait en sorte, déjà, attention, hein, mais de séparer Thauvin. Je pense que ça a fait un bien fou à Payet, parce que je parlais tout à l'heure du début de saison 2019-2020. Ben, c'est bizarre, mais c'est quand Thauvin n'est pas là. Donc je pense qu'on a aussi forcé un mariage entre les deux, mais que les deux, déjà, au-delà du fait de ne pas s'entendre hors terrain, ce qui est une chose, mais ne pouvaient pas s'entendre aussi sur le terrain. Trop de... Parler un football. Non, mais au-delà, Payet pouvait se mettre au service de Thauvin, parce que leur football se marie, si on parle juste de terrain, mais mentalement, en termes de mentalité, de comment voir un match de foot et comment construire une équipe de foot, leur rôle dans le vestiaire n'était pas possible. Ils ne pouvaient pas partager le même vestiaire, ces gars-là. Donc, bref. Intéressant ce qu'il nous dit Don Popol. Il nous dit, je pense que Longoria lui a vendu une vision qui lui plaît pour sa fin de carrière. C'est exactement ce que c'est là où je voulais en venir. C'est que derrière Longoria, quand il rapidement, parce que ça fait 2 fois que tu coupes à main. Rapidement. Désolé, franchement désolé. Non, je m'énerve. C'est là où je voulais en venir, c'est que Longoria derrière a construit l'équipe de manière à mettre Payet dans les meilleures conditions. Exactement. Vas-y, du coup, je m'arrête là et tu peux continuer derrière. Non, c'est ça. En fait,
L'ancienne direction, elle a aussi essayé de mettre Payet au centre du projet, que ce soit par le fait de le rapatrier contre une somme énorme. Garcia, qui lui donne le brassard dès le début de la saison. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était une énorme... Et Mandanda l'avait très très mal pris. Exactement. Mais au final, Hérault, Payet a capté qu'il pipait rien au foot, donc forcément, ça ne matchait pas entre les deux. Et Garcia, il a son caractère, donc forcément, ça allait péter à un moment donné, et ça a pété. Là, Longoria, j'ai l'impression qu'il a vraiment voulu le mettre au centre du projet en lui amenant un coach qui correspond à son foot pour lui donner le maximum de plaisir sur sa fin de carrière. Et surtout, il lui a donné aussi les joueurs autour, des joueurs qui accepteraient que Payet soit le numéro 1. Il n'y a pas de discussion possible. Celui qui n'est pas content, c'est pareil, en gros. Mais qui se marie aussi avec son football. Et c'est pour ça qu'on le voit apaisé, que comme dit Idriss, il n'a rien à prouver. Tu n'as pas l'impression qu'il y a un conflit avec ses coéquipiers actuels. Il sait que c'est lui le numéro 1. Voilà. Il n'y a personne qui va venir lui disputer ce titre. Et du coup, ça se ressent dans son football. Merwan ? Je pense qu'il y a aussi une autre variable, personnellement. C'est que, alors, effectivement, ce que vous dites, c'est vrai. Mais je ne sais pas si ça a été fait, mais je vais vous rappeler quand même sa déclaration qui donne en pré-saison. Non, et qui m'a fait dire, vas-y. Écoutez, moi à ce moment-là, je me suis dit, Payet, il est dans de bonnes dispositions pour sortir une grosse saison, et derrière, ça ne m'a pas forcément étonné ce qui est arrivé sur le plan sportif, c'est-à-dire une saison incroyable. Il dit tout simplement que Longoria avait tout fait, ou en tout cas fait le nécessaire pour construire une grande équipe, et que lui était extrêmement motivé d'évoluer avec. Et Payet, à l'image de sa carrière, c'est un joueur qui a toujours eu du mal, je pense, à mettre son talent au service du travail, plutôt le travail au service de son talent. Et il a besoin d'un contexte qui soit absolument idéal pour le mettre dans des bonnes conditions et que lui arrive à se motiver en se disant, voilà, je vais jouer, ça ne va pas servir à rien. Il y a des mecs qui vont être à côté de moi, qui vont pouvoir récupérer les passes que je leur envoie. Et derrière... finalement, il est dans de bonnes conditions et il fait la saison qu'on est en train de lui connaître, une saison presque en double-double, triple-double plutôt. Et finalement, je pense il est là le rôle de Longoria, le rôle d'avoir réussi à redonner une équipe compétitive à l'Olympique de Marseille, chose que était incapable de faire Jacques-Henri Hérault plutôt que des coups de com', très politicien d'ailleurs. Et finalement, il est là, le grand acquis de Longoria, d'avoir redonné un petit peu vie à Marseille, à travers justement la construction d'une équipe qui va être compétitive et surtout une équipe qui est adaptée aux éléments déjà en place. Ça nous permet de faire le pont avec Longoria, les gars, parce que c'était la suite du débat. On parle beaucoup de son apport sur le plan sportif qui est indéniable, et ça on ne va pas revenir là-dessus. Son œil de recruteur qui parle encore, notamment avec le mercato d'été l'an dernier. Tout ça, on ne va pas revenir là-dessus. Moi, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu plus sur ce qu'il a fait au niveau structurel, et notamment aussi dans la gestion des hommes. Voilà, on parlait de Payet, ça s'est bien passé, mais il y a aussi une part d'ombre, notamment avec Alvaro, et on a rapidement évoqué le sujet dans une précédente émission. On va essayer de s'y attarder un petit peu là sur les quelques minutes qui nous restent. Sur Alvaro, où la gestion est quand même un peu bizarre, où Alvaro est prolongé il y a quelques mois. Là, il fait plus partie du tout du groupe, et on se dirige clairement vers une résiliation de contrat. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'ombre justement dans cette gestion humaine de Longoria, les gars ? Comment vous le percevez, ça, notamment la gestion d'Alvaro? Il y a eu d'autres soucis avec d'autres joueurs par le passé. On essaie de me rafraîchir la mémoire, les gars. À ma vie déjà. À ma vie, oui, c'est ça. C'est à ma vie que je cherche. À ma vie, et que ça s'est pas forcément bien passé aussi. Et c'est une gestion qui, en fait, c'est un peu marche ou crève, j'ai l'impression. Je sais pas ce que vous en pensez, les mecs, mais c'est ça le truc. Moi, c'est ça là où j'ai du mal, et je pense avoir un avis de. Je sais que autour de cette table, on n'est pas tous du même avis, mais je trouve que la gestion d'Alvaro, elle a été mauvaise pour plusieurs raisons. Je suis d'accord avec toi. Qui c'est qui ne serait pas d'accord ? Par exemple, quand on souligne l'importance sportive d'Alvaro, sur la saison où on fait deuxième, parce que les gens n'aiment pas le profil, parce que c'est un défenseur qui est limité techniquement, on va penser qu'on valide du coup ce profil, qu'on est un footix, et que finalement, dire qu'on est arrivé deuxième aussi parce qu'Alvaro a réussi à former une charnière performante avec Tchaïta Tsar et Bouba Kamara juste devant, c'est un problème. Et finalement, je trouve que derrière, quand tu le prolonges, parce que tu n'es pas obligé de le prolonger, sincèrement, et que finalement, sportivement, il n'a pas la place
que lui donne, entre guillemets, ce statut de cadre et de cadre prolongé surtout, tu peux te dire que quand tu es le joueur, quand tu m'as pas ce joueur, tu te dis, mais en fait, je suis avec des schizophrènes, là, on me prolonge, j'ai été important, et derrière, je joue plus un match du jour au lendemain. Moi, j'ai rien contre le fait qu'Alvaro joue pas, d'accord, mais je dis que ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu une dissonance entre le projet du club avec lui quand Sampaoli était là et son état d'esprit. Derrière, il fait les déclarations qu'il fait, mais les gens jugent beaucoup à l'aune de ces déclarations-là. Sauf que derrière, tu as une saison où il ne joue pas, et je pense où il n'a pas beaucoup de dialogue avec Sampaoli. Sampaoli, ce n'est pas forcément, je crois, un entraîneur qui donne des explications. Ça ressort. Hein. Tu prends Mandanda, tu prends même Gay, il y a dans le vestiaire, il lâche une petite phrase, Harit aussi. Et derrière, la frustration accumulée, tu ne sais plus comment te comporter, et tu as cette interview qui est maladroite, on est d'accord, qui n'est ni faite ni à faire, d'accord, je crois que c'est le Mundo Deportivo. Et sincèrement, je pense que Longoria, il a cette gestion assez froide. Vicente, à l'époque où il était à Valence, le disait déjà qu'il y avait des problèmes de comportement avec Longoria, qu'il n'en faisait qu'à sa tête. Je pense que quand Longoria a une idée dans sa tête, c'est assez dur de le détourner de sa direction. Et je pense qu'à ma vie, et Alvaro en ont fait les frais, même si à ma vie, pour moi, sportivement, ça s'explique beaucoup plus qu'Alvaro. Après, en fait, les deux ont prolongé avant l'année dernière. Et le truc, c'est que quand je vous dis, quand d'autres disent Pablo Longoria, il joue une partie de Football Manager géante, c'est pas des vannes. C'est que le gars, il veut juste avoir le contrôle sur la carrière des joueurs et pas les voir partir libre ou quoi, et se dire attends, lui, il reste qu'un an de contrat, ça veut dire que l'année prochaine, on sait jamais s'il est bon. Il va devoir m'emmerder avec sa prime à la signature, une reprolongation ou partir libre. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais le prolonger avec ses conditions, mais que je vais me démerder pour, si jamais ça se passe pas bien, de le refourguer à un autre club, mais ça sera moi qui décide si on le garde ou pas. Tu vois, c'est que et après, si on fait 2 secondes de la psychologie de comptoir, c'est pour un mec qui a ce poste avec une telle importance, une telle pression aussi jeune, je pense qu'il a aussi besoin, bien ou pas, enfin que ce soit bon ou mauvais, pardon, mais de s'affirmer et d'être ferme dans des situations qu'il ne réclame pas forcément. Tu vois, par rapport à Alvaro, je pense que l'histoire de l'interview, c'est un peu comme l'histoire de Bedjimo avec Montpellier à l'époque de Jacques-Henri Hérault. Je pense que ça a arrangé bien tout le monde. Tu sais, quand Bedjimo avait fait sa fondation avec Montpellier, c'était Adjil Rami aussi, c'était juste Jacques-Henri Hérault avait trouvé le prétexte pour libérer le contrat. Là, c'était un peu pareil. On cherchait une raison pour en vouloir à Alvaro. Alvaro a donné le bâton pour se faire battre. Sauf que là où ça aurait pu se régler autour d'une table et des excuses et on se retourne à l'entraînement, tout le monde est content, il a un peu tenu ce rôle de président ferme de je peux pas laisser passer ça parce que sinon il y aura ça va créer un précédent. Donc en fait, on est obligé de garder du recul sur un personnage comme Longoria, déjà parce qu'on est à Marseille et que des bons débuts de gestionnaire, on en a vu plein et avant que ça parte dans tous les sens. Mais surtout parce que objectivement, le gars est bizarre. Longoria, il a pas l'air d'être net, mais je le dis pas dans un truc de jugement ou en étant un peu validiste ou quoi. C'est juste que je pense que il a déjà 12 ans de football professionnel derrière lui et que c'est beaucoup pour un mec aussi jeune. Donc je pense qu'il se pose beaucoup de questions et que personne n'est à même d'anticiper les réactions et les décisions de Pablo Longoria. Je suis assez d'accord, j'ai eu des retours assez similaires, que ça avait l'air d'être un personnage, tu vois. D'ailleurs, quelle image il a au club c'est notamment chez les employés, parce que bon, les joueurs, on en parlait avec Payet, on sait qu'il est quand même plutôt apprécié des joueurs, à part peut-être 2 ou 3 personnes comme Alvaro, et Alan me fait bien de le rappeler, il y a aussi Camara et Tchale Tatsar qui ont eu peut-être aussi des petits soucis avec lui, notamment. Tchale Tatsar, voilà, merci. Voilà, oui, merci Alan de me rafraîchir la mémoire. Ouais. Mais est-ce que vous avez des échos, les gars, sur ses relations avec les employés, peut-être même avec le staff de Sampaoli Il me semble, Idriss, tu me dis si je me trompe, mais qu'il est quand même assez dans sa tour d'ivoire. Complètement. Il a des rapports francs avec les gens quand il leur parle, il n'y a pas de souci. Il existe. Et que peu de monde le croise. Il existe pas au club. Hein. Longoria, tu le croises dans les bureaux, quoi. Mais sinon, encore, tu le croises si tu arrives entre 5h du matin et entre 23h et 5h du matin, parce que lui, il passe des nuits blanches à regarder des matchs, à passer des coups de fil. Mais sinon, voilà, il y a quelqu'un qui s'occupe au club de tout ce qui est affaires courantes, administratif et tout et tout. Lui, en fait, c'est juste un directeur sportif qui a la main mise sur le chéquier, quoi. C'est juste ça. C'est ce qui me semblait avoir compris du comportement de Longoria. On m'a aussi dit que c'est un personnage dans sa manière d'être. Et effectivement, je pense que ça se retrouve aussi dans les témoignages qu'il y a. Et encore une fois, je parlais de Vicente.
Après, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Je ne sais pas qui est entre guillemets la crevure entre Vicente et Longoria. La crevure. La crevure. mais par rapport à ça, tu vois que c'est un personnage qui ne fait pas forcément l'unanimité. Et je sais que le fait d'être assez effacé comme ça, mais en même temps d'avoir une influence assez importante, ça peut faire grincer des dents, dans le sens où tu peux renvoyer l'image de quelqu'un d'assez hautain. Et dans les instances du football français, il n'y en a pas qu'un qui le pense. Olas avait notamment eu cette réflexion, d'autres. Crois-moi qu'à l'OGC Nice, il est détesté. Je connais des gens assez bien placés au club, ils le détestent. Ouais, puis les gens ont encore à tête ses propos sur les entraîneurs français, etc. Ah, mais clairement, il y a ça, il y a le côté aussi, le mec arrive à construire une équipe avec 3 bouts de bois et des crédits, du coup, tout le monde dit que c'est génial, l'OM est en train de finir 3ème, mais du coup, les clubs se disent, ouais, mais nous, les banques, si on fait ça, ils nous envoient chier. Donc, tu vois, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de. Il y a beaucoup de. On lui a tout donné tout de suite aussi, Merwan a raison. Donc, dans le foot français, en tout cas, de ce que je connais dans le foot français, des clubs que je connais, c'est quelqu'un qui est assez détesté. Ouais. Personnellement, je trouve que c'est un label qualité de se faire détester par ces gens-là. Complètement. Donc moi, je n'en tire pas rigueur. Mais oui, tu as ce côté un petit peu arriviste, un petit peu mec pédant qui étale un peu sa science. Alors, sans que tu arrives forcément à le choper, parce que c'est pas un mec qui va forcément se montrer, mais qui est excellent dans sa communication. Et je sais que c'est pas non, enfin c'est un mec aussi qui peut avoir des rapports très francs avec les gens et avoir des discussions avec le Kidam. Sauf que ce Kidam, il ne le croise pas tout le temps non plus. Donc voilà, c'est ce que je sais du personnage. Les gars, on va conclure avec. Alors, on n'a pas eu le temps de malheureusement aller en profondeur dans ce débat parce qu'on voulait parler aussi de sa refonte structurelle au club, aussi sa gestion lors du prochain épisode. Hein, oui, on fera ça lors de la semaine prochaine, ouais, parce qu'on voulait aussi parler de sa gestion du centre de formation, même de son arrivée qui a un petit peu relancé le projet McCourt. Hein, donc il y a beaucoup de choses à dire, donc on en parlera la semaine prochaine. Mais avant ça, juste pour conclure, dans la fameuse interview dont je parlais en introduction qu'il a donnée à France Football, il dit cette phrase, il dit ça sera ma dernière aventure dans le foot à l'OM. Comment on l'interprète ça, les mecs Moi, j'ai du mal à y croire, mais après. Ouais, c'est parce qu'il est jeune et puis je le comprends. Il a redit plusieurs fois. Et ah oui, complètement. Non, mais je le comprends, mais j'ai du mal à y croire. C'est que crois-moi que. Il a un côté carriériste aussi, je trouve, qui m'étonne. Complet. Du coup, ça va pas avec cette déclat. Quoi. En fait, j'entends l'argument où il dit que il arrivera jamais à retrouver ailleurs ce qu'il vit ici, déjà en termes de pouvoir et aussi en termes d'engouement autour du club, le stade et tout. Et ça, je le crois complètement. Mais crois-moi que si le vent tourne et que l'année prochaine, en octobre, McCourt décide de le virer, je pense pas qu'il arrête là. Ouais, je pense pas qu'il arrête là. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à le croire. Non, il redescendra d'un poste, il sera directeur sportif. Moi, je le crois vraiment quand il dit que son kiff premier, c'est de scouter les joueurs et que si jamais il retourne dans ça, ça va pas le déranger. Non, mais bien sûr. Non, mais lui, il dit que ça sera sa dernière aventure dans le football. Il n'a pas dit que ce sera son dernier poste de président. Il a dit son dernier poste dans le foot. Oui, mais ça, c'est dans cet entretien. Mais quand il y a RMC qui était venu faire l'émission spéciale à la commanderie, il avait précisé, il a dit, en gros, si je retourne ensuite en tant que recruteur dans un club X ou Y, c'est davantage ce qui me correspond, quoi. Moi, je le comprends plus comme ça. Non, il aime trop le foot. Ouais, pareil. D'accord. Pareil. Il a raison, Alan, il nous dit la gestion du Katonja, ça fait partie des éléments dont il faudra qu'on débatte. C'est ce que je vous dis, le gars joue une partie de football manager géante, attention. Même, c'est lui aussi au club qui pousse pour donner des contrats pro à tout le monde parce qu'au moins il peut garder la droit de vie ou de mort sur les joueurs aussi. Donc, c'est pas une vanne quand on dit il joue à football manager dans la vraie vie. Les gars, on va conclure sur ça, sur Longoria. On reparlera de ce dossier-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas eu le temps de tout évoquer ce soir. Le débat autour de Payet était trop passionné. Mais c'était un débat essentiel, messieurs. Moi, j'ai aimé l'émission. Je trouve qu'on a été clair et concis. Bon, on est toujours bon. On remercie tous ceux qui étaient là dans le chat. Alan, Dutch of Marseille, Don Popol, Axel, Azir qui est passé nous voir aussi, Gros Nono, Nesta 13 aussi. Merci les gars, merci d'être fidèles au poste. Et merci à ceux qui nous écoutent en podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, messieurs. Ce sera lundi ou mardi. Je sais pas. Lundi, c'est férié. Donc, normalement lundi. Ouais, lundi, on aura le temps, je pense. Hein. Normalement lundi. Oui, lundi, c'est bien. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Donc, écoutez les gars, bonne semaine. Allez l'OM jeudi, on n'espère pas une cagade, on dit. Et puis passez un beau week-end, passez une bonne